la mesure statistique va souvent s'associer à de l'économique et donc un État, et donc on a un seuil qui dit en dessous on est pauvre, en dessus on est pas riche, mais on est au-dessus. Et ça, c'est une logique où la pauvreté va être mesurée à travers un État. Voici l'état de nos revenus et voici donc, en regard notamment, c'est le choix qu'on a fait au CEPE, de la mesure du panier de consommation, ben, jusqu'à quel point, quel est l'argent qu'il nous faudrait, quel est l'argent dont on dispose et donc comment on se retrouve en situation de pauvreté. L'exclusion, ce n'est pas un état, c'est vraiment un processus qui va amener les gens à une vulnérabilisation, une précarisation de plus en plus forte et qui va les éloigner finalement de la société. Il est difficile de mesurer, par exemple, l'état de l'exclusion de la participation citoyenne. Comment on mesure la participation, puis comment on arrive à dire il y a des gens qui en sont exclus, plus ou moins, etc. Et donc, le défi derrière ces indicateurs-là, c'était de voir quels sont finalement des éléments qui mesurent quelque chose, mais qui révèlent des enjeux en termes de processus d'exclusion. Et maintenant, le lien entre pauvreté et exclusion, il y a des gens qui vivent en situation de pauvreté qui sont des pauvretés économiques, qui ne sont pas nécessairement exclus, qui ont encore un réseau familial, qui ont encore des participations citoyennes. Notamment, on voit dans les milieux et dans les organismes des gens qui sont en situation de pauvreté, mais qui parviennent à s'inclure dans certains éléments, mais qui sont à risque. Parce que, et c'est ça l'enjeu entre le chemin de la pauvreté vers l'exclusion, chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, plus tu es déjà en état de vulnérabilité, plus la perte de quelqu'un, ton frigo qui tombe en panne, etc., l'impact est toujours plus grand. L'impact va être toujours plus grand, il va t'amener progressivement à t'éloigner. D'autant plus que les préjugés aussi vont faire en sorte que tu vas te distancier des relations jusqu'à parvenir finalement à une mise à l'écart. On le voit par exemple dans l'itinérance où les gens vont être totalement éloignés des réseaux institutionnels, du logement, etc., etc. Les enquêtes, même le recensement qui s'est amoindri à la dernière au fédéral, font en sorte que des données disponibles, il y en a peu. Et on est dans une société où les données passent par des enquêtes de ministères, etc. Il y en a de moins en moins qui se réalisent parce que ça coûte de l'argent, etc. Et qu'on investit peu dans finalement la production de données qui sont finalement la base pour connaître les réalités, pour connaître les enjeux et finalement travailler à avoir des réponses de politique publique. Donc il y a un défi, mais ce n'était pas un manque de collaboration que finalement une austérité là aussi sur la production de données qui fait en sorte qu'on a de moins en moins de données disponibles. Pour ma part, je ne le mentionne pas parce que, de fait, je suis très, très inquiète, moi, de voir monter cette proposition à l'heure actuelle au Québec, parce qu'elle est soutenue, d'ailleurs, par beaucoup de groupes. Et ça, pourquoi je suis inquiète, pour ma part, c'est parce que ça va vers une déconnexion de la question du revenu et de l'emploi. Ça va souvent, comment dire, dans le sens, en fait, ça peut risquer, à bien des égards, surtout dans le contexte politique actuel, avec le gouvernement qu'on a, ou la gouverne actuellement, de miner des protections qui existent aujourd'hui. Souvent, le financement de ces garanties-là se ferait par le fait qu'on laisserait tomber des assurances sociales qui sont autrement plus protectrices qu'un minimum qui ne serait de toute manière que très faible si on l'appliquait. On laisse de côté tout le front de l'emploi. J'ai insisté sur le fait que la qualité de l'emploi est un élément essentiel si on voulait tirer vers le haut l'ensemble de la société et après également, en même temps, les personnes pauvres. Je pense qu'à long terme, c'est la solution qu'il faut adopter. Alors, et pour les femmes, c'est extrêmement dangereux aussi qu'on en vienne à considérer que leur travail, du coup, au sein de l'espace domestique puisse être rémunéré par une piètre prestations qui pourraient les enfermer dans ce type de tâches qui seraient loin donc de conduire à leur émancipation. Alors, il y a vraiment un souci important et je pense qu'on n'en discute pas suffisamment. Fin des années 90, Michel Chartrand, Michel Bernard mettaient de l'avant l'idée d'un revenu de citoyenneté. Et à ce moment-là, je travaillais dans un groupe financé par Centraide, l'Association pour la défense des droits sociaux de Québec, et puis avec notre organisation nationale, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, on avait discuté de la question du revenu de citoyenneté. Et je me souviens, dans le comité juridique du Front commun à ce moment-là, il y avait un avocat qui travaillait avec nous, et lui, il était farouchement opposé à l'idée d'un revenu de citoyenneté.
Je n'étais pas nécessairement d'accord avec lui sur tout. Mais ce qu'il nous disait, c'est que dans le fond, ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'une nouvelle patente, entre guillemets. Il y a des programmes, il y a des assurances sociales, il y a l'aide sociale, il y a l'assurance chômage, il y a tout un ensemble de politiques de sécurité du revenu au Québec, au Canada actuellement. Il faut les renforcer. On a coupé dedans depuis de nombreuses années toute cette période du néolibéralisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les remettre en question. Par exemple, au collectif, on est les premiers à remettre en question le système même d'aide sociale, qui est un système qui stigmatise les personnes. Il faut le remettre en question, on pourrait le remettre à l'envers. Et des idées comme un revenu de base, ça peut être intéressant, mais il en demeure pas moins que il y a des principes à mettre de l'avant. Entre autres, la question fondamentale, c'est combien les gens vont avoir dans leur poche. Et effectivement, je suis d'accord avec Sylvie pour dire c'est que le gouvernement actuel nous met une fin de non-recevoir à toute amélioration des politiques de sécurité du revenu, des choses aussi fondamentales que mettre fin au détournement des pensions alimentaires pour les gens qui sont à l'aide sociale, dans des HLM, à l'aide financière aux études. C'était décrié un peu partout au Québec. Le parti qui est au pouvoir actuellement a voté avec les autres partis de l'Assemblée nationale pour mettre fin à ce détournement-là et ils ne le font pas pour des raisons, entre autres, d'austérité. Et c'est ce même gouvernement qui nous parle de revenu minimum garanti. Je veux bien qu'on en discute et on va en discuter dans les mouvements sociaux dans les prochains mois. Mais je ne pense pas qu'on va arriver aux mêmes conclusions que le gouvernement actuel. La question de la sortie de la pauvreté ne s'accompagne pas simplement d'un revenu, elle s'accompagne d'un soutien, d'un accompagnement, etc. Et si on se contente de sécuriser l'économique avec tous les risques que ça a par rapport à l'emploi, mais simplement la vision économique de la situation de ces personnes-là, si on ne travaille pas à leur soutien et à la main tendue et à les raccrocher dans une logique inclusive, mais clairement, un revenu ne suffira pas pour améliorer le sort de ces personnes. Des fois, on va parler de la pauvreté. Les gens vont dire « Ah, moi, j'ai connu la pauvreté quand j'étais étudiant. » C'est pas du tout la même pauvreté. Parce que c'est une pauvreté presque normale, j'exagère, là, mais c'est une pauvreté presque normale, transitoire, avec une perspective tout à fait différente. Et la perspective du futur différent entraîne un paquet de conséquences positives, contrairement à des gens qui, eux, n'ont pas cette chance d'avoir cette perspective transitoire-là. Alors, pour les étudiants, c'est pas pareil dans tous les pays, puis c'est pas pareil à toutes les époques non plus, mais c'est beaucoup plus facile de se mobiliser, de ne pas se sentir inférieur et de ne pas se sentir jugé, à contrario des gens qui se sentent et qui sont victimes du regard des autres. Les gens qui vont gagner 17, 18, 20 000, 25 000 sont les gens en général qui vont voter dans leur choix politique le plus contre les partis qui proposent des solutions pour eux. Et c'est fascinant. Et dans certaines recherches qui ont été faites, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais une des explications qui est donnée, c'est, d'abord, il y a des gens là-dedans qui ne votent pas, mais il y a aussi une perspective, c'est celle de dire, c'est cette perspective humaine de ne pas vouloir se retrouver dans le 5e rang 5e. Alors, quand tu es dans le 4e rang 5e, il y a quelque chose de l'ordre de l'aspiration à dire, je suis au moins pas le dernier rang 5e. Alors, de voter pour des politiques sociales qui viennent renforcer les gens qui sont les plus vulnérables. Et je pense que c'est une des explications intéressantes, c'est de dire, en étant dans la situation où je suis, pas au bas de l'échelle, mais en haut, qu'est-ce qui arrive si ceux en bas de l'échelle montent par-dessus moi? Mais c'est des circonstances sociales qui rendent beaucoup plus difficile cette mobilisation sociale-là par rapport à d'autres. On parle souvent de la Révolution tranquille au Québec comme étant un moment de libération de tous les espoirs et de toute l'énergie des Québécois et des Québécoises. On présente souvent l'arrivée des libéraux au pouvoir, la mort de Duplessis comme étant le moment charnière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 40 puis dans les années 50 au Québec, il y a eu une mobilisation énorme du mouvement ouvrier et ce qu'on appelait à l'époque les catholiques de gauche, réformistes. Il faut se souvenir de la grève d'asbestos, entre autres, qui a été une défaite à l'époque, comme on pourrait dire certaines mobilisations dans les dernières années qu'on pourrait considérer comme des défaites ou des semi-victoires, mais qui ont été le tremplin pour 15, 20 ans plus tard, où il y a eu un déblocage. En 1996, je ne me trompe pas, a été formé ce qu'on a appelé à l'époque la Coalition pour un régime québécois d'assurance parentale. Oui. Ça a pris pas loin d'une vingtaine d'années avant que ça arrive, parce qu'à un moment donné, il y a eu un relais politique
à ce moment-là, c'était par le Parti québécois, qui a fait des pressions sur le fédéral, puis le fédéral a fini par céder, par pression, par logique. Ce que je veux dire par là, dans le fond, c'est que des fois, il faut avoir une patience historique. Là, 2 semaines, je me suis retrouvé à présenter un peu une présentation comme aujourd'hui sur les questions de pauvreté, de lutte à la pauvreté. Puis entre autres, évidemment, c'était des étudiants, des étudiantes qui me disaient « Ouais, mais qu'est-ce que ça a donné en 2012, notre mobilisation? » Et puis moi, ce que j'ai répondu spontanément, c'est « Écoutez, c'est que les effets de votre mobilisation, c'est pas là qu'on va en récolter les fruits. C'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand il va y avoir une nouvelle... des nouveaux partis, des nouveaux élus, des nouvelles élites politiques qui vont diriger les grandes organisations qui font la différence au Québec. Je trouve que la question des préjugés entre les personnes pauvres, c'est quelque chose d'absolument essentiel à regarder. Il faut le voir également à partir de l'opposition qui se crée entre les travailleurs, travailleuses pauvres et les personnes de l'aide sociale. Dans une société fortement inégalitaire où les personnes qui sont en emploi et sont pauvres, ils se développent, au Québec on connaît ça, aux États-Unis ça fait encore plus longtemps que c'est le cas, il se développe du ressentiment chez ces personnes qui travaillent très fort et qui donc ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et vivent une vie de fou, évidemment, et c'est très très dur. Et quel est le principal, comment dire... merci, c'est précisément le terme que je cherchais. Bouc émissaire, dans ce temps-là, c'est le plus petit que soit sur lequel on va taper sur la tête. Hein? Donc, il est très difficile dans ce temps-là de créer des solidarités. Si on veut créer des solidarités, il faut renforcer aussi la situation de ces classes moyennes inférieures qui ont du mal donc, à s'y retrouver et puis qui vivent vraiment des situations de stress importantes également. De relever les revenus et la structure d'emploi. Exactement. Parce que ce phénomène-là, c'est ce qu'on voit à l'œuvre, je pense, aux États-Unis dans le soutien à Donald Trump. Oui, c'est le ressentiment des classes blanches, pauvres, salariées, contre les immigrants, contre les travailleurs plus pauvres, contre le faible soutien de l'État américain ou des États. Et contre les élites aussi. Et contre les élites aussi dans les deux sens. C'est des gens qui ont l'impression d'avoir perdu du pouvoir, qui ont l'impression de ne plus appartenir à cette société-là et de ne plus avoir de pouvoir alors qu'elle est dirigée par quelque chose d'autre que le bien commun ne leur appartient plus. C'est leur impression, je ne dis pas que c'est vrai. Là. La Commission des droits de la personne a fait une enquête pour fêter le 40e anniversaire de la Charte cet automne. Et l'idée, c'était de sonder l'opinion publique sur différents éléments, mais notamment pour voir l'opinion québécoise par rapport à différents groupes sociaux qui font l'objet de discrimination ou pas. Et ce qui est très malheureux, mais qui est quand même la réalité, même si c'est qu'une photo de l'opinion publique, on demeure pas moins que la catégorie sociale la plus méprisée au Québec, ce sont les personnes à l'assistance sociale. Il y a une opinion favorable qui va de l'ordre de 90-95 autour des populations d'origine différente, de religions différentes, des populations en situation de handicap, etc. On arrive à 51% d'opinion favorable lorsqu'on regarde la catégorie personnes à assistance sociale. Et le deuxième groupe qui est dans une opinion défavorable, ce sont les jeunes. Ah donc, oui. Donc là, il y a encore aussi cette idée comment ces mobilisations aussi sont des enjeux de ressac et d'alimentation, de pourquoi ils réclament et nous c'est difficile, etc., qui sont aussi dans notre société. Et donc, il y a un réel défi là à affronter ces barrières de préjugés lorsque l'opinion pratiquement majoritaire est en défaveur de votre réalité et de votre situation et de vos convictions politiques, etc., et de vos revendications. Il y a comme des espèces de dogmes qu'on présente. Tu sais, tantôt, je vous parlais du néolibéralisme, je dirais que ce n'est pas une science économique, ce sont des choix politiques. C'est que, pour donner un seul exemple, la question de l'austérité, depuis le début, on regarde uniquement la colonne des dépenses. On ne veut jamais parler de la colonne des revenus. Actuellement, le Québec est en surplus budgétaire, mais les surplus budgétaires, on les a pris autour de 2 milliards de dollars et on l'a mis dans le fonds des générations parce qu'on a dit que c'est la seule bonne chose à faire. On ne peut pas remettre de l'argent, on ne peut pas faire de déficit, on ne peut pas utiliser ce qu'on a pour améliorer la situation de la population du Québec. Lorsqu'on se retrouve en élection, un des dogmes qu'on entend toujours, c'est
C'est bien beau, M. Petitclerc, ce que vous me dites. On est prêt à partager la richesse, mais il faut en créer de la nouvelle richesse. On n'en a pas assez. C'est pas vrai. Dans ce cas-là, on nous met carrément d'en face. Écoutez, on peut prendre d'autres décisions. C'est une question de volonté politique. Ici, je remets à la question de c'est quoi un des problèmes en politique actuellement. On est dirigé par des banquiers, des gens d'affaires, des médecins, des avocats, puis vous remarquerez que je ne féminise pas, là, c'est pas pour rien. On est dirigé par des hommes et quelques femmes politiques qui viennent de l'élite économique, de l'élite politique du Québec, qui se sentent à l'aise de faire n'importe quelle niaiserie en se sentant immunisés. Moi, je pense qu'on a les politiciens qu'on mérite. Je crois à cet adage-là. Je pense qu'on a les politiciens qu'on mérite. Pas dans le sens qu'on est masochiste, mais dans le sens où le cynisme que je parlais tantôt laisse nécessairement place à des politiciens et des politiciennes de faire ce que eux leur semble bon. Et pas nécessairement dans l'intérêt commun. Quand on est plus préoccupé par la gagnante de La Voix que par les Panama Papers, puis j'ai rien contre La Voix, là, qui est une très belle émission bien produite de musique, entre autres francophone, c'est parfait. Je fais juste dire que quand on ne se préoccupe pas des Panama Papers et des paradis fiscaux, nécessairement on laisse libre cours à des gens de s'en sortir avec des évasions fiscales qui nous privent de revenus importants. Certains vont jusqu'à estimer pour le Québec 3 à 4 milliards d'argent qui ne nous reviennent pas, de revenus qui ne nous reviennent pas. 3 à 4 milliards, on parlait d'éducation tantôt, il y a bien des choses qu'on peut faire en éducation avec les CPE et à plein d'égards. Donc, je pense qu'on a les politiciens qu'on mérite et je pense que plus on nourrit le cynisme, plus on s'en éloigne, plus on abandonne notre pouvoir de citoyen, plus je pense qu'on se retrouve dans cette spirale négative d'une société, je pense, qui s'éloigne de nous. En même temps que les mesures d'austérité, on a un gouvernement qui centralise davantage et qui a mis fin au CRE, les conférences régionales des élus, et qui abolit plusieurs dans les faits, réduit, fusionne, mais réduit les comités d'usagers du système de santé. Donc, les lieux où des citoyens peuvent aller, démunis ou pas, là, peuvent intervenir et critiquer de l'intérieur ou essayer d'influencer les politiques publiques, ces lieux de participation citoyenne sont en train d'être vraiment sapés. Parce que ça a sûrement un impact aussi sur la difficulté de mobiliser ça. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut penser que le gouvernement a tort s'il n'y a pas de mobilisation pour aller à l'encontre de politiques comme celle que vous nommez? Je ne suis pas en train de dire que c'est des bonnes choses. Je suis en train de dire que si on abolit une institution régionalisante qui établit des consultations et qui met du pouvoir aux citoyens et que personne s'en plaint et qu'il n'y a pas de mouvement, comme parlait Mme Cerisier, de contestation et d'opposition, peut-on penser que le gouvernement a tort? En tout cas, nécessairement, lui va se dire qu'il a raison. Je ne dis pas qu'il a vraiment raison, mais... C'est un cercle vicieux, là. Oui, mais je pense que c'est cette réappropriation du pouvoir qu'on a besoin de faire, de se dire que comme citoyens et citoyennes, il y a quelque chose qui est dans nos mains et quelque chose qui est très fort, au-delà juste de la manifestation, mais de notre participation, de la prise de parole, de cet engagement-là. Mais il faut des tribunes pour prendre la parole, c'est ça? Hein? C'est un enjeu majeur. Comment on va politiser notre société davantage? Je veux dire, c'était formidable de voir, après, vous parlez des Panama Papers, quelques jours après la divulgation de ça, on avait le premier ministre islandais qui était tenu de démissionner parce que la foule, la population d'un petit de pays qui compte peu d'habitants, somme toute, était dans les rues et ils ont réussi. Donc là, il y a quelque chose, il y a une fibre citoyenne, il faudra un bel enjeu, comment construire ça. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce qui a été dit par Serge Petitclerc concernant les dogmes. Vous avez parlé de nos élites, mais vous avez oublié les économistes. C'est important de parler des économistes. Parce que les économistes, d'ailleurs, il ne faut pas penser que tous les économistes disent la même chose. Hein? Le problème, ce n'est pas qu'il y a trop d'économie, c'est qu'il y a un type d'économie. Le discours économique qu'on entend actuellement est un discours qui donne, qui ne rend pas justice à ce qu'est l'économie. Moi, je suis économiste et quand je parle de sécurité économique, je parle d'économie, je parle de bien-être, je parle d'éléments qui vont bien au-delà des revenus aussi. Et de fait, le problème actuellement, c'est que ces dogmes dont vous parlez, l'austérité en étant un qui est très, très important, et cette fixation sur l'équilibre budgétaire qui entraîne précisément tout ce qu'on sait. Hein, M. Coiteux est un économiste, n'oublions pas, hein, M. Létao également. Bien sûr, ça nous entraîne là où on est, sauf qu'il y a bien d'autres façons de pratiquer l'économie. Et moi, je veux aussi dire que dans nos institutions, on est dans une université ici, hein. Dans nos institutions universitaires au Québec, comme dans bien d'autres endroits, dans les départements de sciences économiques, il y a un discours dominant qui est celui qui, précisément, au niveau de la théorie,
est en train de légitimer la doctrine néolibérale, qui est à un autre niveau. Mais il faut le dire, ça également, les économistes qui pratiquent une autre façon de faire. Moi, je suis dans un département des relations industrielles et je ne fais pas exception par rapport à d'autres collègues économistes qui ne sont pas, donc, orthodoxes, entre guillemets. Bien, de fait, il faut en parler, ça aussi, parce que là-dessus, on n'entend pas suffisamment parler. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de pluralisme davantage dans nos départements de sciences économiques de nos universités? Alors que les institutions du savoir devraient être libérées, ou en tout cas pluralistes. On aurait d'autres choix. Oui. De fait, c'est assez inquiétant de voir les taux de décrochage au Québec et puis le fait qu'il y a une polarisation comme ça entre, si on prend les jeunes, des gens très scolarisés qui, de fait, dans leur trajectoire, vont avoir des taux de chômage moindres, vont pouvoir s'insérer dans des emplois plus facilement, même si c'est jamais acquis, bien entendu, surtout avec la précarité, ça ne l'est pas. Mais néanmoins, en termes d'inégalité, par rapport à des jeunes qui vont avoir décroché, qui vont avoir du mal à raccrocher précisément, et qui, dès le départ, vont connaître des ratés et qui, par la suite, ça va se répercuter sur toute leur trajectoire. On parle beaucoup d'inégalités en termes, on oppose au Québec, et ça fait longtemps, les générations entre elles, ce qui, à mon sens, c'est quelque chose de très grave. Mais on parle, et vous avez évoqué le problème de l'espérance de vie, des écarts d'espérance de vie, le problème majeur aussi, ce sont ces inégalités intragénérationnelles qui sont en train de miner ces solidarités. Donc, les différences, hein, si on parle d'un âge à la retraite, par exemple, est-ce qu'on prend en considération le fait que l'espérance de vie n'est pas la même? C'est très injuste d'imposer le même âge ou de vouloir le faire. Évidemment, on ne peut pas le faire légalement, on n'a pas le droit au Québec. Avec la Charte, mais néanmoins de créer les incitatifs qui font en sorte qu'on pousserait les gens à travailler plus longtemps. C'est extrêmement inégalitaire à l'endroit de ceux qui ont une espérance de vie très courte. Est-ce qu'on en parle dans ces termes-là? Très peu. Alors, les inégalités intragénérationnelles, il faut les regarder de très près et voir qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes. Donc, insuffisamment d'investissement, ou en tout cas de prise en compte précoce et après des questions éducatives, c'est quelque chose de majeur. Il faut vraiment, vraiment orienter l'énergie sur ça, vers ça. Effectivement, il y a des mobilisations qui sont encore fragmentées, mais qui sont importantes et qui, effectivement, pour chaque mouvement, chaque secteur, on sent qu'il y a une effervescence et les chaînes humaines autour des écoles, autour des CPE, montrent aussi que, alors ça prend peut-être pas la forme aussi habituelle des grandes magnifications, des grandes revendications, mais il va y avoir ce travail qui va se construire de pont entre tous ces mouvements-là. Voilà, écoutez, on nous le souhaite. Merci beaucoup à vous quatre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous.